La poche pour se reconstruire. Et si c'était si simple finalement, de simples clés pour une dignité retrouvée et à terme peut-être une réinsertion durable. Alors ce dispositif est-il généralisable et pourquoi il est aujourd'hui si difficile d'accompagner ces personnes précaires? Par manque de moyens ou par explosion de la pauvreté? Et finalement, n'est-ce pas un peu prendre le problème à l'envers face à des villes aux loyers toujours plus élevés? Les pauvres sont-ils condamnés à survivre ou à partir? Vous pouvez réagir sur notre hashtag DocuDébat. Mais pour en parler, je vais d'abord présenter mes invités. Maryse Bresson, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous avez signé Sociologie de la précarité chez Armand Collin pour la 3e édition en 2015. Bienvenue à vous. En face de vous, Yann Brossat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint communiste à la mairie de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Et j'invite nos téléspectateurs à lire L'espion et l'enfant, un livre que vous avez signé chez Flammarion, qui est sorti en février 2016. Enfin, Éric Pliès, directeur général de l'association Aurore. Vous êtes également président du SAMU social de Paris. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, Éric Pliès, ma première question, c'est votre association qui pilote ce dispositif. Un toit, un emploi. On voit que ça marche globalement assez bien. Est-ce que c'est généralisable? Est-ce qu'on peut imaginer le reproduire sur le reste du territoire français? Le film arrive au début de l'expérience. Depuis, d'autres familles sont arrivées. On doit être aujourd'hui à près d'une vingtaine de familles sur place. À Aurillac, seulement. Donc. À Aurillac. On tire déjà quelques conclusions, notamment que c'est un dispositif qui convient plutôt mieux aux familles parce que les enfants sont aussi un facteur d'intégration. Mais oui, je pense qu'à partir de cette expérience, on peut facilement dupliquer avec quelques conditions. La première étant qu'évidemment, il y a un travail d'abord avec des bailleurs sociaux locaux, mais aussi avec le contexte local, avec les municipalités, l'environnement local, parce que c'est une condition indispensable qui va nous permettre aussi d'accéder, par exemple, aux employeurs, puisque pour nous, le préalable de cette expérience, c'est vraiment un toit et un emploi, c'est-à-dire que tout va ensemble. Oui, le dispositif, en fait, permet d'avoir les deux en même temps. Exactement. Maryse Bresson, vous diriez que le logement est le premier levier de la réinsertion pour des gens qui sont en précarité? Alors, j'ai commencé à travailler sur les sans domicile fixe dans les années 90 et à l'époque, on parlait surtout de l'emploi. Et donc moi, c'était une de mes thèses. Donc quand j'avais écrit ma thèse et puis après mon livre, c'était de dire que le logement était plus important même que l'emploi. Oui, je suis persuadée que le logement est une condition indispensable. À mon avis, ce que montre le film, c'est qu'il y a au moins une troisième condition qui est aussi de nouer des liens sociaux, de tisser des liens, et que le logement, c'est pas juste avoir un toit ni même une adresse, mais c'est aussi avoir une sociabilité, avoir des contacts. C'est une dignité également. Alors une dignité, mais quand on parle de dignité, on dit au niveau individuel. Et moi, ce qui me frappe en voyant le documentaire, c'est vraiment qu'on a l'impression que ça marche quand il y a les enfants qui sont là et qui du coup permettent d'avoir d'autres liens via l'école, ou quand on peut avoir effectivement des contacts à l'intérieur de la famille d'abord. Je pense que c'est pour ça que ça marche surtout pour les familles. Et puis avec d'autres personnes dans le cadre du travail, parce que finalement le travail, c'est plus encore peut-être qu'un salaire, c'est aussi un moyen d'avoir des liens par le travail, justement. Donc, moi, il me semble que oui, logement, oui, c'est très important, à condition que ce logement, il va dire qu'on est intégré dans une communauté de vie, simplement. Ouais. Alors, Yann Brossat, je vais m'adresser à l'élu que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec de finalement devoir exfiltrer des précaires de Paris? J'y ai pensé évidemment en regardant ce documentaire qui par ailleurs est très fort et très émouvant. Enfin, je parle plutôt en tant que téléspectateur qu'en tant qu'élu là, mais je trouve que c'est très fort ce qu'on entend. Non, parce que évidemment qu'une ville comme Paris, comme toutes les grandes métropoles, attire en son sein beaucoup d'hommes et de femmes en situation de précarité qui cherchent un emploi, par exemple. Oui, parce qu'on se dit que c'est à Paris qu'il y a le plus d'opportunités, finalement. Notre boulot, c'est évidemment d'assumer nos responsabilités. Et à Paris, on a fait des efforts considérables au cours des dernières années, notamment pour augmenter nos capacités d'hébergement ou, par exemple, pour développer le logement social. Paris est une ville qui, maintenant, compte enfin 20% de logements sociaux et nous voulons aller vers les 30% de logements sociaux. Donc, sur notre territoire, on doit assumer nos responsabilités. Cela dit,
il est évident que le problème du logement, comme le problème de l'hébergement, ne peut pas se régler à notre seule échelle. Et donc, ça suppose d'envisager des solutions qui dépassent nos simples frontières. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire chez nous. Là, finalement, on permet en fait à des gens de se réinsérer et en plus de régler une forme d'exode rural pour certaines régions qui sont peu peuplées. Oui, alors c'est vrai que peut-être préciser que la clé principale, c'est le volontariat des familles. Et ensuite, c'est l'accompagnement. Pour moi, c'est le maître mot. Accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une préparation en amont avec les gens qui sont volontaires, un accompagnement avant pour que les gens découvrent la région. Bien souvent, ils ne savent pas où se situe Aurillac, en l'occurrence ici. Et puis, sur place, comment on facilite l'intégration sur place des personnes. Et pour nous, c'est la condition capitale. C'est vraiment qu'il y ait ce fil rouge qui soit assuré en amont et en aval pour les personnes. Quand on voit, Éric Pliès, dans ce documentaire, à quel point le 115, donc le SAMU social, est aujourd'hui totalement débordé par la demande, on estime, corrigez-moi, mais qu'une demande sur deux ne peut pas être satisfaite par manque de place. Diriez-vous, puisque Yann Brossat est en face de vous, que c'est un manque de volonté politique ou pas? Ou est-ce que là, vraiment, on est face à une explosion de la demande et que le 115 aujourd'hui ne peut pas seul régler cette question? On voit bien que le problème n'est pas qu'un problème de réponse du 115 à la demande immédiate. C'est-à-dire que moi, je pense que le souci principal aujourd'hui dans ces dispositifs d'hébergement, parce qu'on voit bien que depuis 20 ans, des places se sont créées, insuffisantes, certes, mais en même temps, on voit bien que le problème, c'est que le stock ne se vide pas. C'est-à-dire que quand les gens sont dans le système, ils n'en sortent pas. Donc on revient là à la problématique du logement, notamment dans les zones tendues, et donc effectivement à une réflexion à avoir sur comment on peut allier une intégration dans des zones moins tendues, mais qui en même temps propose un emploi, puisqu'il ne faut pas non plus se retrouver coincé dans une nasse où il n'y a aucune réponse que la seule réponse du logement. Maryse Bresson, vous diriez que l'hébergement d'urgence est encore une solution pour ce type de public très précaire? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas réduire les places, comme on l'a fait un moment, je pense, en hébergement d'urgence, et en pensant que transformer, par exemple, les places d'hébergement d'urgence en logement plus stable, ça va être une solution. C'est une bonne solution pour ceux qui sont dans les meilleures places, sauf que y en a des nouveaux qui arrivent et qui, du coup, sinon, ne trouvent pas du tout de place en hébergement d'urgence. Donc, ça doit être en plus. Là, il y a quelque chose à desserrer de manière vraiment globale sur toute la chaîne du logement et même pour les classes moyennes et voire au-delà, et pas seulement donc supprimer des places d'hébergement, surtout pas quoi. Si ça devait être ça, oui, c'est encore une solution malheureusement. Voilà. Oui, mais alors là, la question c'est, est-ce que du coup l'hébergement d'urgence, on est dans une forme de tonneau des Danaïdes? Vous dites qu'il y a effectivement des places qui se sont créées de plus en plus, sauf qu'on voit que le nombre de SDF a doublé en 10 ans, ça paraît être des chiffres absolument anormaux. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on va continuer en fait de régler pour une solution qui de toute façon à terme ne sera jamais pérenne? Mais ce qui a été dit à l'instant est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la chaîne de l'hébergement et du logement est engorgée et se retrouve très longtemps à rechercher des hébergements, des gens qui en réalité auraient toute leur place dans un logement pérenne, comme on le voit très très bien dans le reportage. Moi, à chaque fois que je visite un centre d'hébergement, je suis frappé par le nombre de gens qui parfois ont un emploi, produisent des richesses, sont relativement insérés dans la société et auraient la possibilité d'accéder à un logement social. Et de la même manière, le parc de logements sociaux est aujourd'hui totalement engorgé parce que des classes moyennes ne trouvent plus de solution dans le parc privé, dans les zones tendues, du fait de l'augmentation du prix des loyers. 60% des Parisiens, par exemple, sont éligibles au logement social? C'est même 70% des Parisiens qui, au vu de leurs revenus, sont éligibles au logement social. Et donc la seule solution, c'est d'augmenter massivement les places d'hébergement et le nombre de logements sociaux. Et de ce point de vue, quand même, à un moment donné, il faut aussi placer les politiques et les élus face à leurs responsabilités. Une ville comme Paris, c'est 4 places d'hébergement pour 1000 habitants. Les Hauts-de-Seine, c'est 1 place d'hébergement pour 1000 habitants. C'est-à-dire qu'un département voisin, comme les Hauts-de-Seine, en compte 4 fois moins que Paris, ce qui évidemment pose un problème. Mais quand vous voyez, Yann Brossat, la résistance, qui est un mot un peu encore léger par rapport à ce que vous avez pu vivre la semaine dernière à Paris, dans le 16e arrondissement, quand vous êtes venu expliquer aux riverains qu'un centre d'hébergement allait être mis en place certainement dans leur quartier, dans le bois de Boulogne. Est-ce que là, typiquement, il y a un refus net parce que c'est par principe, ou finalement, il y a un risque effectivement de voir un nouveau Sangatte se créer au bord de Paris? Je crois qu'il y a des peurs. Des peurs qui sont savamment entretenues
par un certain nombre de responsables politiques, en l'occurrence, Vous parlez du maire du 16e ? En l'occurrence le député maire du 16e arrondissement qui a tout fait depuis des semaines pour jeter de l'huile sur le feu. On ne peut pas imaginer que le 16e arrondissement soit l'un des seuls arrondissements de Paris qui ne compte aucun centre d'hébergement. Et par ailleurs, moi je suis convaincu que si nous avions eu la possibilité de nous expliquer, de dire que ces hommes et ces femmes qu'on va héberger sont des gens qui travaillent et qui produisent des richesses dans notre ville, à ce moment-là, le regard aurait peut-être été différent. Éric Liès, vous êtes d'accord? Il suffit d'expliquer? Quand on voit la violence des propos, finalement, on a un peu tendance à ne pas y croire. Il suffit d'arriver à expliquer. Moi, je trouve que la meilleure démonstration qu'on puisse faire, c'est d'emmener les gens voir des endroits où ça marche. Venir dans le 8e arrondissement ou des centres comme ça, ou le 17e, où des centres comme ça sont installés depuis longtemps. Venir dans des villes, y compris des villes bourgeoises des Hauts-de-Seine, si on reste en région parisienne, où là aussi des structures ont totalement trouvé leur place dans l'environnement. Nous, notre conviction, c'est que dès lors qu'il y a un accompagnement des personnes, l'intégration, ça marche, et on en revient au documentaire, c'est bien ça qu'on démontre Aurillac. Voilà, avec le toit, les gens s'insèrent, avec des employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre, on arrive à recréer effectivement une insertion pour ces personnes. Pour moi, le fil, il est l'accompagnement, il est comment on intègre une structure, qu'elle soit dans le 16e ou dans le 18e arrondissement de Paris, comment on facilite l'intégration des personnes dans le tissu environnemental. Alors, pour revenir à cette question de la place du logement, de l'hébergement d'urgence dans la réinsertion d'un individu, je voudrais qu'on réécoute l'un des jeunes hommes qu'on a découvert dans le documentaire. S'il y a une ville qui existe où il n'y a pas de place pour les pauvres, c'est bien Paris, parce qu'avec le RSA, c'est de la survie. Déjà, généralement en France, c'est de la survie, mais c'est particulièrement plus difficile à Paris. Même si tu travailles un peu comme moi en intérim, tu as un complément de salaire, parce que je suis au RSA activité, moi je suis pas au RSA socle, c'est-à-dire que je travaille un petit peu à côté. Mais même avec ça, des fiches de paie, même si c'est qu'un mi-temps, je sais pas, il n'y a pas moyen. Yann Brossa, est-ce que Paris est un ghetto de riches? Et j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais c'en est un donc. C'est évidemment difficile parce que c'est au fond une course de vitesse entre le marché qui est extrêmement puissant, la spéculation immobilière qui est galopante et dans le même temps les pouvoirs publics qui essayent d'enrayer cette spirale spéculative-là. Ça n'est pas évident et ça suppose évidemment des moyens extrêmement puissants. Cela dit quand même, les efforts qui ont été faits par la ville de Paris, le fait que le logement soit le premier budget de la ville de Paris, 500 millions d'euros qui sont investis chaque année, ça nous permet chaque année de loger des milliers d'hommes et de femmes qui ont de petits revenus et qui, sans cette politique-là, seraient exclus de Paris. Mais évidemment que c'est un long chemin. Maryse Bresson, c'est parce qu'il y a des ghettos de riches à l'image de Paris que les ghettos de pauvres existent finalement? L'un ne fonctionne pas sans l'autre? Alors, les ghettos de riches existent plus que les ghettos de pauvres, c'est à la limite. Parce que justement, il y a des quartiers qui sont très concentrés en pauvreté, mais il y a rarement que des pauvres dans les ghettos de pauvres, ce qu'on appelle quelquefois, alors que les ghettos de riches, là, il y en a vraiment avec que des riches. Donc là, je pense qu'il y a effectivement, alors je ne sais pas exactement comment, mais il y a certainement un effort à faire de ce point de vue. En tout cas, c'est ce qu'on dit en sociologie, les ghettos de riches existent plus en France que les ghettos de pauvres. Mais là, quand on voit les problématiques que pose en fait juste la création d'un centre d'hébergement d'urgence dans un quartier comme le 16e arrondissement de Paris, est-ce à dire que la mixité sociale est un vœu pieux? Alors un vœu pieux. D'abord, ça doit être une volonté politique, donc ça c'est clair, parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Lorsqu'on laisse fonctionner le marché et les règles du marché, alors il y a un sociologue qui s'appelle Jacques Donzelot qui a parlé d'urbanisation affinitaire. C'est sûr que vont se regrouper entre eux ceux qui peuvent, et ceux qui peuvent, c'est d'abord les riches. Donc voilà, ceux qui peuvent faire le choix en fait de se mettre ensemble. Ceux qui peuvent faire le choix de se mettre ensemble. Et du coup restent en bout de course ceux qui sont relégués et qui ne peuvent pas forcément aller ailleurs. Donc là, il y a effectivement il y a guère que la contrainte aussi par moment, et puis d'autres armes peut-être politiques d'incitation qui peuvent faire bouger à mon avis, cet état de fait. Après, il y a la question du stigmate, juste pour terminer, et ça, je pense que c'est ça aussi. Quand on dit on n'arrive pas à implanter un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement, il y a la volonté de se regrouper entre soi, mais il y a aussi un stigmate très très fort vis-à-vis des personnes très pauvres, sans abri. Et donc là, il faut...
Alors là, par contre, je suis d'accord avec Éric Plié. Là, faire savoir que ça ne se passe pas forcément mal là où ça existe, qu'on peut vivre aussi avec eux, Ouais. c'est un moyen aussi de réaliser un pas vers la mixité. Ouais. Éric Plié, justement, on se souvient tous de la loi sur le droit au logement opposable qui avait été portée par Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République. Finalement, est-ce que ça a donné des résultats ? Oui, ça a donné des résultats, mais insuffisants, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui sont prioritaires au titre de cette loi et qui restent dehors ou qui restent dans les centres d'hébergement. Donc on n'a pas été au bout, on en revient à ce problème de manque de logement. On en revient aussi au fait qu'à mon avis, dans une région comme l'Île-de-France, le phénomène ne peut se traiter qu'au niveau régional et pas seulement à l'échelle de Paris et de la Première Couronne. Ça, c'est un premier sujet. Donc on a toujours le sentiment d'avoir un métro de retard dans cette affaire-là, où effectivement, on constate que finalement, bon an, mal an, depuis l'appel de l'abbé Pierre en 54, le nombre de personnes à la rue dans Paris est à peu près le même. Donc ça veut dire qu'on a des flux et qu'on ne sait pas sortir de cette façon de stocker les personnes pour effectivement aller vers une sortie rapide de ceux qui devraient être ailleurs. Yann Brossat, vous êtes d'accord ? Ouais, je suis d'accord et je suis frappé par plusieurs choses. D'abord, toutes les grandes villes du monde se posent la même question. Oui, c'est le cas pour Londres, pour New York. C'est le cas pour New York. pour J'ai Rome. rencontré Bill de Blasio qui est confronté exactement au même sujet. Comment on fait en sorte que les classes moyennes et les familles modestes puissent continuer à vivre en cœur de ville. Et une deuxième chose, c'est qu'il s'agit évidemment, pour moi qui suis un responsable politique de gauche, d'une exigence sociale et presque d'une exigence éthique, faire en sorte qu'il n'y ait pas de territoire interdit à un certain nombre de catégories de population. Mais c'est aussi une exigence économique. Et de plus en plus, des chefs d'entreprise nous disent il n'est pas possible que nos salariés ne puissent pas vivre à proximité de leur lieu de travail. Parce que quand on a... Parce que ça a un coût, effectivement, de faire 3 heures de transport par jour. Absolument, et que quand on arrive à son poste de travail avec 1h30 de transport derrière soi, on n'est pas aussi efficace que quand on est à 5 minutes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est possible de créer une majorité au sein de la population française autour de l'idée qu'on doit se battre pour cette mixité sociale-là. Et alors, par exemple, quand on voit, vous avez fait voter l'encadrement des loyers, donc qui est effectif depuis l'été dernier, 2015. Là, les chiffres donnent une baisse des loyers d'environ 1,3% à Paris. C'est quand même un petit peu symbolique. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir un petit peu régler cette question-là ? En tout cas, on a enrayé l'envolée des loyers qu'on constatait depuis très longtemps. Et surtout, l'encadrement des loyers, même si ses effets sont modestes, a permis de raboter un certain nombre de loyers qui étaient totalement scandaleux, notamment sur les petites surfaces qui sont celles dans lesquelles on a notamment beaucoup de jeunes travailleurs, par exemple. Et donc, je pense que c'était une mesure bienvenue. Après, il faut sans doute aller plus loin, mais c'est déjà un premier pas. À titre d'information, j'ai encore regardé ce matin, 17 mètres carrés dans le 13e arrondissement, 896 €. Ouais, Voilà. Là, je pense qu'on est clairement sur un loyer qui nécessite d'être raboté. Effectivement. Maryse Bresson, quand on voit qu'effectivement on est ici dans une problématique qui est plus régionale, il faut que tout ceci soit réglé au niveau du Grand Paris, est-ce que le risque, ce n'est pas encore de faire de la gentrification, ce mot barbare qui dit que le centre-ville est plutôt celui qui appartient, entre guillemets, aux gens les plus dotés financièrement et du coup la grande couronne aux gens les moins riches? Alors pour l'instant, il y a clairement ce problème. La gentrification, c'est même le cœur des grandes villes pour les plus riches. Et puis après, il y a la périurbanisation, alors tout autour, et puis et la relégation, donc dans les trois mouvements. La relégation pour ceux qui ne peuvent vraiment pas choisir où ils vont. Alors cela dit, si on raisonne même à l'échelle régionale, le problème, là je suis d'accord, c'est de voir la distance aussi aux activités, au travail. Enfin. Oui, il y a la question des transports qui va se poser. Oui, exactement. Donc là, soit on arrive à décentrer aussi un certain nombre d'activités, soit si on veut mettre tout le monde près de son lieu de travail et que les activités sont très, très proches de Paris-Centre, on va se retrouver avec un engagement. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'on est quand même très loin d'avoir gentrifié l'Île-de-France. On n'a pas besoin de faire 10 km après Paris pour trouver des zones qui sont encore très populaires. Non, je crois que par contre, il y a un vrai travail de répartition. Il se trouve que j'ai longtemps travaillé en Seine-Saint-Denis. On voit bien qu'en Seine-Saint-Denis, on est très très loin de la gentrification. Moi, je pense que d'abord, ce qu'il faut dire et qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que les personnes sans domicile aujourd'hui, elles sont à l'image de notre société. C'est des jeunes
c'est les femmes, c'est les travailleurs pauvres. 25% des personnes qui sont dans l'urgence sont des travailleurs pauvres, ça a été dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le sans-domicile, c'est pas le clochard des années 50. Et c'est beaucoup de gens. Exactement. Et donc à partir de là, je pense que c'est un message qu'on doit passer parce que pour nous, notre difficulté, alors le 16e était caricatural la semaine dernière, mais enfin on se heurte à des résistances pour implanter des équipements partout en Ile-de-France. Donc les équipements d'hébergement qui doivent, à mon avis, évoluer vers du logement accompagné où les gens vont pouvoir rester. Mais pour que l'idée, que les gens soient convaincus de cette idée, il faut vraiment leur dire que voilà, le profil des personnes a changé et les gens sont volontaires à une insertion rapide et en sont capables très vite. Bon, bah écoutez, ce sera notre mot de la fin, Éric Pliet. Merci à vous de nous avoir éclairés sur cette question. Tout de suite, votre deuxième documentaire, Philippe Baudet, Le soldat et la mort, ou comment au quotidien les militaires français sont confrontés à ce sentiment d'imminence de la mort. À tout à l'heure.